Tous disaient que le millionnaire n'aimerait jamais une femme. Mais le jour où elle l'enlace, quelque chose change en lui. Il la serre et commence à pleurer, sans comprendre. Et l'amour le plus improbable de l'histoire commence là. Qu'en pensez-vous? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il existe des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Antoine Marchand était considéré comme le magicien des aiguilles dans le monde concurrentiel de la mode française. Né dans une petite ville de Provence, il avait conquis Paris avec son talent unique pour transformer les tissus en œuvres d'art. À 45 ans, il dirigeait l'empire AM, une marque qui habillait les personnalités les plus importantes du pays. L'homme au regard pénétrant et au rare sourire était connu tant pour ses créations éblouissantes que pour sa personnalité énigmatique. Dans les couloirs du Grand Palais, où se déroulait la semaine de la mode de Paris, on murmurait sur l'inaccessibilité d'Antoine. Peu réussissaient à franchir la barrière qu'il avait construite autour de lui. Même ses muses les plus fidèles ne pouvaient prétendre le connaître vraiment. C'était comme si, derrière ce visage sérieux et cette posture impeccable, existait un homme différent, un secret qu'il ne partageait avec personne. « Antoine, nous devons finaliser les ajustements sur la robe de Juliette. »« Elle arrive dans 1 heure, » informa Marcel, son assistant de longue date, le seul qui osait interrompre ses moments de concentration. « J'ai déjà dit que cette broderie doit être refaite. Je ne veux rien de moins que la perfection, » répondit-il, sans détacher les yeux du croquis qu'il analysait. « Et cette nouvelle couturière est arrivée? La petite fille d'Olivier » Marcel acquiesça, nerveux. « Oui, Louise, elle est dans les coulisses depuis tôt ce matin, très dévouée. » Antoine respira profondément. Il avait accepté d'embaucher la jeune femme plus par respect pour la mémoire de Gérard Olivier, l'un des pionniers de la mode française, que par conviction en son talent. Dans un marché où les opportunités naissaient davantage de recommandations que de mérite, il faisait rarement des exceptions. Mais le souvenir du vieil ami, qui était parti il y a 5 ans, l'avait amené à faire une entorse à ses règles rigides. Pendant ce temps, dans les coulisses frénétiques, Louise Saunier-Olivier, 28 ans, travaillait avec ardeur sur l'une des robes de la collection. Ses mains habiles cousaient avec précision, malgré la nervosité qu'elle ressentait. Être là, au cœur du plus grand événement de mode du pays, travaillant pour Antoine Marchand, était la réalisation d'un rêve cultivé depuis l'enfance. « Attention à cette finition, ma petite, » dit Madame Claudette, une dame aux cheveux gris qui dirigeait l'équipe de couturières. Antoine a des yeux de lynx pour les détails. « Oui, madame, » répondit Louise en souriant. « Mon grand-père disait toujours que l'âme d'un vêtement réside dans les détails. »« Ton grand-père était un génie, » commenta Claudette avec nostalgie. « Gérard avait un don spécial. Tu te souviens de lui en train de travailler ?»« Je me souviens de tout, » dit Louise, sans cesser de coudre. « J'ai grandi entre tissu et aiguille. Grand-père me plaçait assise sur une caisse en bois pour que je puisse atteindre la table de coupe. C'est lui qui m'a appris à respecter chaque centimètre de tissu. » La conversation fut interrompue par le brouhaha qui se forma. Antoine Marchand était entré dans les coulisses, provoquant une vague de tension immédiate. Il était rare de le voir circuler par là, surtout à la veille d'un défilé aussi important. Tous les regards se tournèrent envers lui, qui marchait lentement, inspectant chaque pièce, chaque détail. Louise sentit son cœur s'accélérer. Jamais elle n'avait été aussi proche de l'homme qui, avec son grand-père, avait révolutionné la mode nationale. Elle baissa la tête et se concentra encore plus sur son travail, craignant de commettre une erreur sous ce regard intimidant. « J'ai besoin des pièces d'ouverture », annonça Antoine d'une voix ferme. « Je veux vérifier personnellement les finitions. » Dans la précipitation pour répondre à la demande du patron, Louise se leva hâtivement, portant une délicate robe de soie naturelle. C'est à ce moment que l'inattendu se produisit. L'un des assistants, en passant en courant, heurta un mannequin qui bascula dans la direction de la jeune femme. En tentant de l'éviter, Louise perdit l'équilibre et, en une fraction de seconde, se retrouva tombant directement dans les bras d'Antoine Marchand, qui par réflexe la rattrapa. Le temps sembla se figer. Le brouhaha cessa instantanément. Tous les présents observaient la scène insolite. La nouvelle couturière dans les bras du grand styliste,
la robe de soie formant une flaque argentée sur le sol. Les yeux marrons d'Antoine, toujours si froids et distants, rencontrèrent ceux de Louise. Il y avait quelque chose dans ce regard qui transcendait l'embarras du moment. Une sorte de reconnaissance, comme si, d'une manière inexplicable, cette rencontre était prédestinée. « Je suis désolé », murmura Louise, sentant son visage brûler de honte. Antoine l'aida à se redresser, sans dire un mot. Ses yeux, cependant, ne parvenaient pas à se détacher du visage de la jeune femme. Il y avait quelque chose de familier en elle, quelque chose qui allait au-delà de la ressemblance physique avec le vieux Gérard. C'était comme s'il revoyait une partie de lui-même, une partie qu'il avait perdue il y a longtemps. « La robe !» s'exclama Louise, s'accroupissant pour ramasser le vêtement. « J'espère ne pas l'avoir abîmé. » À la surprise de tous, Antoine s'abaissa également, l'aidant à recueillir le tissu délicat. « Tu es la petite fille de Gérard », affirma-t-il, non comme une question, mais comme une constatation. « Oui, monsieur. » « Louise Saunier-Olivier », répondit-elle encore embarrassée. Un léger sourire, chose extrêmement rare, se forma sur les lèvres du styliste. « Ton grand-père était le seul homme qui réussissait à me battre dans une discussion sur les tissus. » Le commentaire inattendu brisa la tension du moment. Louise sourit, reconnaissante pour la gentillesse qu'elle n'espérait pas recevoir. « Il gardait tous les magazines avec vos collections, » révéla-t-elle. « Il disait que vous aviez réussi à faire ce dont il n'avait que rêvé, porter l'essence française sur les podiums du monde. » Ces paroles touchèrent Antoine d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Pendant un bref instant, le masque de froideur qu'il avait cultivé pendant des années sembla se fissurer. « Apporte la robe à mon atelier après avoir terminé les réparations, » dit-il, retrouvant sa contenance. « Je veux voir comment tu travailles. » Et ainsi, aussi soudainement qu'il était arrivé, Antoine Marchand quitta les coulisses, laissant derrière lui une Louise abasourdie et une équipe perplexe face à ce qu'elle venait d'observer. « En 20 ans à travailler avec lui, je ne l'ai jamais vu agir ainsi, » commenta Madame Claudette, s'approchant de Louise. « Qu'as-tu fait à notre bourreau ?» La jeune couturière se contenta de secouer la tête, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mais quelque chose en elle savait que cette rencontre inattendue avait changé quelque chose de fondamental. Comme si un fil invisible avait été noué entre elle et cet homme énigmatique, un fil qui les attirerait de plus en plus l'un vers l'autre. À l'extérieur du Grand Palais, Richard Beaumont observait tout de loin. Le rival de longue date d'Antoine Marchand était venu à l'événement avec un seul objectif, déstabiliser l'empire de son ancien camarade d'école. Avec un sourire malicieux, il fit une note mentale sur la jeune couturière qui semblait avoir brisé, même momentanément, l'armure de l'intouchable styliste. « Intéressant », murmura-t-il pour lui-même. « Très intéressant. » Cette nuit-là, après la journée agitée dans les coulisses, Louise retourna au petit appartement qu'elle avait loué dans le quartier du Sentier. L'endroit, connu comme le bastion de l'industrie textile parisienne, était parfait pour qui, comme elle, rêvait de respirer la mode jour et nuit. Assise sur le petit balcon, une tasse de thé à la main, la jeune couturière revivait mentalement l'insolite rencontre avec Antoine Marchand. « Je n'arrive pas à croire que je suis tombée dans ses bras », murmura-t-elle pour elle-même, sentant encore son visage brûler au souvenir du moment embarrassant. Cependant, plus que la honte, ce qui restait vivant dans sa mémoire était le regard du styliste. Ses yeux, toujours décrits comme froids et calculateurs dans les reportages des magazines, avaient montré quelque chose de différent en rencontrant les siens. Une vulnérabilité peut-être, une connexion inattendue. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était sa mère, Claire, qui appelait de Saint-Rémy de Provence, où la famille vivait depuis que son grand-père s'était retiré de la vie agitée de la capitale parisienne. « Alors, ma fille, comment s'est passée ta première journée dans l'antre du Loup ?» demanda Claire avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Louise rit de la référence. Antoine Marchand était connu pour son tempérament exigeant, qui avait déjà fait pleurer des mannequins consacrés et des designers primés. « C'était inattendu », répondit-elle, choisissant de ne pas partager les détails de l'incident. « Mais je vais bien, maman, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Ton grand-père serait si fier, mon amour. Il a toujours su que tu avais le don. » Après avoir raccroché, Louise ouvrit une vieille boîte en bois qu'elle gardait comme un trésor. À l'intérieur, soigneusement préservées, se trouvaient des coupures de magazines, de vieilles photos et de petits morceaux de tissu, l'héritage tangible que Gérard Olivier avait laissé à sa petite fille. Parmi les objets, une photographie en particulier attira son attention.
son grand-père, jeune et souriant, aux côtés d'un garçon à l'expression sérieuse qu'elle reconnut comme un jeune Antoine Marchand. Au verso, une date, Festival des jeunes créateurs, 1995. Il y avait quelque chose dans cette image qui racontait une histoire différente de celle que tout le monde connaissait. La façon dont les deux hommes étaient proches, souriants, suggérant une amitié que le temps et les circonstances semblaient avoir effacée. À l'autre extrémité de la ville, dans son penthouse du 16e arrondissement, Antoine Marchand se trouvait également perdu dans ses pensées. Un verre de whisky à la main, il observait la ville illuminée à travers la grande fenêtre. La rencontre avec Louise avait déterré des souvenirs qu'il s'était efforcé de garder enterrés. « Gérard », murmura-t-il, comme s'il invoquait l'esprit du vieil ami. « Ta petite fille à tes yeux. » La sonnette retentit, le tirant de sa transe. C'était Marcel, son fidèle écuyer apportant les dernières mises à jour sur le défilé. « Les invitations VIP ont toutes été confirmées », informa l'assistant, déposant un dossier sur la table basse. La presse internationale s'agite déjà avec les rumeurs sur la collection. Antoine acquiesça distraitement. Cette fille, la petite fille de Gérard, comment s'est-elle débrouillée aujourd'hui ? Demanda-t-il, essayant de paraître détaché. Marcel haussa un sourcil, surpris par cet intérêt inhabituel. Louise, tout le monde commente la façon dont elle a réparé la robe après l'incident. Elle a fait un travail impeccable, selon Madame Claudette. Elle a les mains de son grand-père, apparemment. Un léger sourire traversa les lèvres d'Antoine. Demain, je veux qu'elle travaille directement avec moi, à l'atelier. Je dois voir de près ce dont elle est capable. L'assistant faillit laisser tomber l'agenda qu'il tenait. En 20 ans, jamais il n'avait vu Antoine inviter quelqu'un, encore moins une novice, dans son sanctuaire créatif. « Un problème, Marcel ?» demanda le styliste, remarquant la surprise de l'autre. « Non, monsieur, aucun. Je vais la prévenir personnellement. » Après le départ de l'assistant, Antoine se dirigea vers une pièce réservée de son appartement. Une salle qu'il gardait verrouillée, loin des regards curieux. En ouvrant la porte, l'odeur de naphtaline et de vieux tissus envahit ses narines. C'étaient ses archives personnelles, où il gardait toutes ses collections passées, des prototypes jamais produits et, plus important, des souvenirs d'une époque qui semblait appartenir à une autre vie. D'un tiroir spécifique, il sortit un album en cuir usé. En l'ouvrant, il tomba sur la même photographie que Louise avait observée plus tôt, lui et Gérard jeunes et pleins de rêves, avant que la vie et les choix ne les séparent. En tournant les pages, il trouva des coupures de journaux sur le Festival des jeunes créateurs, où tous deux avaient été finalistes. Une compétition qui avait changé le cours de leur vie d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le lendemain matin, Louise arriva tôt au Grand Palais. Son cœur battait la chamade à l'idée de travailler directement avec Antoine Marchand. Marcel l'attendait à l'entrée avec son expression sérieuse habituelle. « Il n'arrive jamais avant 10 heures, informa-t-il, la conduisant à travers les couloirs. Mais il a demandé que tu sois prête à l'atelier. Et un conseil, il déteste les retards et l'incompétence, mais déteste encore plus la flatterie. Sois toi-même. » L'atelier d'Antoine était un espace vaste et lumineux, avec d'énormes fenêtres qui permettaient l'entrée de la lumière naturelle. Des tables à dessin, des mannequins et des portants avec des tissus exclusifs composaient l'environnement. Sur les murs, des photos de défilés passés et des prix remportés racontaient l'histoire d'une carrière brillante. Louise observa tout avec admiration, reconnaissant des pièces emblématiques qui avaient marqué la mode française. Elle se sentit petite face à tant de succès, mais en même temps étrangement connectée à cet endroit. À 10 heures précises, Antoine Marchand entra dans l'atelier. Il était impeccablement vêtu, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Une légèreté peut-être, une lueur dans les yeux qui n'avaient pas l'habitude d'être présente. « Bonjour Louise !» salua-t-il, la surprenant en se souvenant de son nom. « J'espère que tu es prête à travailler. »« Bonjour Monsieur Marchand. »« Je suis prête, oui, » répondit-elle, essayant de contrôler sa nervosité. « Antoine, » corrigea-t-il. « Ici, à l'atelier, nous sommes juste Antoine et Louise. Deux créateurs qui parlent de mode. » Cette phrase, dite avec simplicité, fit instantanément tomber une partie de la barrière qui séparait le légendaire styliste de la jeune aspirante. Sans s'en rendre compte, Louise détendit ses épaules, se permettant de respirer plus librement. « J'ai vu comment tu as réparé la robe hier, » continua-t-il, s'approchant d'une des tables où la pièce était exposée. «
Un travail exceptionnel, je dois l'admettre. Ton grand-père serait fier. Je veux dire, tu connaissais bien mon grand-père, n'est-ce pas? Demanda Louise, rassemblant son courage. Antoine resta silencieux quelques instants, comme s'il réfléchissait à quel point de sa vie privée il était prêt à partager. Gérard Olivier a été mon premier mentor, révéla-t-il finalement. Quand tout le monde disait qu'un garçon de la campagne provençale n'avait pas sa place dans le monde de la mode, il a été le seul à parier sur moi. Nous étions très proches, jusqu'à ce que, incita Louise, percevant l'hésitation. Jusqu'à ce que la vie prenne des chemins différents, compléta-t-il, détournant le regard. Mais nous ne sommes pas ici pour parler du passé. Nous sommes ici pour créer l'avenir. Sur ces mots, Antoine déroula un grand morceau de papier sur la table. C'était le projet complet de sa nouvelle collection, quelque chose qu'il gardait normalement dans le secret absolu jusqu'au jour du défilé. Racine, c'est le nom de la collection, expliqua-t-il, montrant les croquis détaillés. Je veux capturer l'essence de la France profonde, celle qui va au-delà des stéréotypes, qui habite dans les petites traditions, dans les histoires transmises de génération en génération. Louise observa émerveillée les dessins qui mélangeaient des techniques traditionnelles d'artisanat français avec des coupes contemporaines et audacieuses. C'était un travail qui parlait directement à son cœur. « C'est incroyable », murmura-t-elle sincèrement. « On dirait que tu as réussi à capturer l'âme de notre pays. » « Il manque encore quelque chose », confessa Antoine avec une honnêteté qui le surprit lui-même. « C'est techniquement parfait, mais il manque de l'émotion », compléta Louise sans réfléchir. Immédiatement, elle regretta son audace. « Pardon, je ne devrais pas… »« Non », l'interrompit-il avec une lueur différente dans le regard. « Tu as absolument raison. Il manque de l'émotion, il manque de vie, il manque… » Il fit une pause, cherchant le mot juste. « Il manque une âme. » À ce moment, quelque chose d'invisible et de puissant s'établit entre eux. Une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Tous deux savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare. Quelqu'un qui voyait le monde à travers les mêmes lentilles. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Louise, ouvrant son sac et en retirant un petit carnet de dessin. Ce ne sont que des idées éparses, rien d'élaboré, mais… Antoine prit le carnet avec soin, comme quelqu'un qui tient un objet précieux. En tournant les pages, ses yeux s'écarquillèrent de surprise authentique. Les dessins de Louise, bien que techniquement simples, possédaient une vibration, une émotion qu'il ne parvenait plus depuis longtemps à exprimer dans son propre travail. « C'est ça », murmura-t-il, presque pour lui-même. « C'est exactement ce qui manque. » À l'extérieur de l'atelier, Richard Beaumont observait la scène à travers l'entrebâillement de la porte. Le sourire qui se forma sur ses lèvres n'avait rien d'amical. À pas silencieux, il s'éloigna, planifiant déjà comment il utiliserait ce rapprochement inattendu entre Antoine et la jeune couturière pour mettre son plan en pratique. Les jours qui suivirent furent marqués par une intense collaboration entre Antoine et Louise. Ce qui avait commencé comme une simple opportunité de travail se transforma rapidement en un partenariat créatif qui surprenait tous ceux qui en étaient témoins. L'atelier, autrefois un environnement de tension et de chuchotement, résonnait désormais de discussions animées et de rires occasionnels, un son que beaucoup n'avaient jamais associé au sérieux styliste. « Je ne comprends pas comment elle y arrive », commenta Marcel auprès de Madame Claudette, tandis qu'ils observaient les deux travailler en parfaite synchronie. C'est comme si elle avait la clé d'un Antoine que personne ne connaissait. La vieille couturière sourit, avec la sagesse de celle qui avait vu de nombreuses histoires se dérouler entre aiguilles et tissus. Certaines personnes ont le don de voir au-delà des masques, mon garçon. Et cette petite a les yeux de son grand-père. Dans l'atelier inconscient des commentaires, Antoine et Louise débattaient de la meilleure façon d'incorporer les techniques de dentelle de Calais, traditionnellement nordiques, à des pièces contemporaines. Le secret est de maintenir l'essence sans que cela ressemble à un costume folklorique, expliquait Antoine, tout en manipulant un morceau de dentelle délicate. Nous voulons rendre hommage, pas caricaturer. Louise acquiesça, absorbant chaque mot comme une étudiante dévouée. Malgré la différence d'expérience et de statut, Antoine la traitait comme une égale, valorisant ses opinions et ses idées. C'était une dynamique qu'elle n'avait jamais espéré trouver, surtout avec quelqu'un si réputé pour son tempérament difficile. Mon grand-père disait toujours que la mode française devait cesser de regarder uniquement vers l'extérieur et commencer à valoriser ce que nous avons ici, commenta-t-elle, ajustant un détail sur la broderie qu'elle travaillait.
Il croyait que notre force résidait précisément dans la diversité des influences. Antoine arrêta ce qu'il faisait, comme si ses paroles avaient touché une corde sensible en lui. Gérard était un visionnaire, dit-il d'un ton mélancolique, très en avance sur son temps. « Pourquoi vous êtes-vous éloigné ?» demanda Louise, profitant du moment de vulnérabilité. La question plana dans l'air quelques secondes, créant une tension presque palpable. « C'est compliqué », répondit-il finalement, détournant le regard. « Parfois, les choix que nous faisons ont des conséquences que nous ne pouvons pas prévoir. Et avant que nous nous en rendions compte, nous construisons des murs si hauts qu'il devient impossible de les escalader. » Il y avait une douleur authentique dans sa voix, quelque chose que Louise n'aurait jamais imaginé trouver chez l'homme que le monde de la mode considérait comme inébranlable. Instinctivement, elle toucha son bras, un geste simple de réconfort qui, à sa surprise, ne fut pas rejeté. « Il n'est jamais trop tard pour reconstruire des ponts », dit-elle doucement. Antoine regarda la main posée sur son bras, puis ses yeux. Il y avait quelque chose dans ce regard, un mélange de gratitude et de quelque chose de plus profond qui fit accélérer le cœur de Louise. Le moment fut interrompu par l'entrée brusque de Marcel. « Excusez-moi, mais nous avons un problème avec les tissus exclusifs d'Italie. La douane retient tout à cause d'une documentation irrégulière. » Antoine ferma les yeux, visiblement frustré. « Justement les tissus pour les pièces principales. Sans eux, la moitié de la collection est compromise. Combien de temps pour régulariser ?» demanda Louise, pragmatique. « Au moins 2 semaines, » répondit Marcel, découragé. « Le défilé est dans 10 jours. » Un silence pesant tomba sur l'atelier. La semaine de la mode de Paris était l'événement le plus important du calendrier de la mode française, et la collection Racine représentait non seulement un travail de plus, mais une sorte de renaissance pour Antoine Marchand. Annuler ou reporter n'étaient pas des options viables. « Et si nous utilisions des matériaux français ?» suggéra timidement Louise. Ce ne serait pas seulement un plan B, mais une opportunité de vraiment honorer le concept de la collection. Antoine la fixa avec une expression indescriptible. Pendant un moment, Louise craignit d'avoir franchi une limite invisible. « Explique-moi mieux », demanda-t-il finalement. Prenant confiance, Louise ouvrit son carnet de dessins. « Ici en France, nous avons des tissages artisanaux incroyables, du lin de Normandie jusqu'aux soies naturelles de Lyon. Nous pourrions utiliser ces matériaux non pas comme substitution, mais comme protagonistes. Transformer ce qui semble être un désastre en une déclaration d'intention. » Une lueur familière apparut dans les yeux d'Antoine, cette même lueur que Louise commençait à reconnaître comme le présage d'une grande idée. « Marcel, annule l'importation, » ordonna-t-il au grand étonnement de l'assistant. « Nous allons faire cette collection avec des matériaux 100% français. Et je veux une liste complète de tissages artisanaux du pays sur mon bureau dans 2 heures. » « Mais Antoine, c'est de la folie. Nous n'avons pas le temps pour... » « Nous avons exactement le temps qu'il nous faut, » interrompit le styliste, avec une détermination qui n'admettait pas de contestation. « Et nous avons Louise. » Le sourire qu'il adressa à la jeune couturière contenait plus qu'une approbation professionnelle. Il y avait une admiration sincère, une reconnaissance qu'elle avait éveillé quelque chose qui sommeillait en lui depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, l'atelier se transforma en un véritable laboratoire de créativité française. Des échantillons de tissus de tous les coins du pays arrivaient quotidiennement. Des artisanes de communautés traditionnelles furent invitées à partager des techniques centenaires. Ce qui avait commencé comme une solution désespérée à un problème logistique se transforma en l'expression la plus authentique de la vision originale de la collection. Au milieu de ce tourbillon créatif, Antoine et Louise se rapprochèrent de plus en plus. Des nuits de travail intense culminaient en conversations personnelles accompagnées de cafés et de confidences. Il lui parlait de son enfance modeste en Provence, de comment la mode avait été son échappatoire à un destin prédéterminé dans les champs de lavande. Elle partageait des souvenirs de son grand-père, des après-midi passés à l'observer travailler, de l'amour pour l'art qu'il lui avait transmis. Lors d'une de ces nuits, alors qu'il était déjà plus de 2 heures du matin et que seuls eux deux restaient à l'atelier, Antoine prit courage pour aborder un sujet qui le tracassait depuis longtemps. « Ton grand-père a-t-il jamais... » « Parlez de moi » demanda-t-il avec une vulnérabilité inhabituelle dans sa voix. Louise arrêta ce qu'elle faisait, réfléchissant soigneusement à sa réponse. « Il gardait toutes tes interviews, tous les défilés. Il suivait ta carrière comme on suit la trajectoire d'un fils. » Antoine acquiesça, absorbant l'information avec une expression énigmatique. « Et a-t-il jamais mentionné... »
Le Festival des jeunes créateurs de 1995. Louise sentit qu'ils étaient arrivés à un point crucial, comme s'ils se tenaient au bord d'un précipice de révélation. Seulement que ce fut un moment décisif dans sa carrière, répondit-elle prudemment. Pourquoi? Que s'est-il passé lors de ce festival? Antoine se leva, marchant jusqu'à la fenêtre, qui offrait une vue panoramique sur la ville illuminée. Son reflet dans la vitre montrait un homme partagé entre le passé et le présent. Ce fut le début de tout et la fin d'une amitié, dit-il finalement. Ton grand-père et moi étions les finalistes. 2 jeunes rêveurs en compétition pour le prix qui pourrait changer nos vies. Un stage dans l'une des plus grandes maisons de mode de Paris. Louise s'approcha, sentant qu'elle était sur le point de découvrir une pièce fondamentale du puzzle qu'était Antoine Marchand. La veille du jugement final, j'ai découvert quelque chose qui pourrait compromettre les chances de Gérard, continua-t-il, d'une voix presque inaudible. L'un des jurés avait une vieille querelle avec ton grand-père, quelque chose en rapport avec des droits d'auteur sur une collection. Je savais qu'il ne serait jamais impartial. Et tu l'as dit à mon grand-père? Antoine ferma les yeux, comme si le souvenir causait encore de la douleur. Non. Au lieu de cela, j'ai utilisé l'information à mon avantage. J'ai adapté ma présentation pour plaire spécifiquement à ce juré. Je savais exactement ce qu'il voulait voir. Et tu as gagné, compléta Louise, commençant à comprendre. J'ai gagné le prix, perdu un ami, confirma Antoine, se retournant pour la regarder. Ton grand-père l'a découvert, bien sûr. Gérard a toujours été trop perspicace. Il ne m'a pas accusé, n'a pas fait de scandale. Il m'a juste regardé avec une déception si profonde que j'ai porté ce regard avec moi toutes ces années. Louise ressentit un mélange d'émotions, surprise, tristesse, mais surtout une étrange compassion pour l'homme devant elle. Ce n'était plus le styliste arrogant et intouchable que tous craignaient, mais quelqu'un de profondément humain, marqué par des choix et des regrets. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que tu mérites de savoir qui je suis vraiment avant de... » Il hésita, comme s'il en avait dit plus qu'il ne le voulait. « Avant quoi ?» insista-t-elle, faisant un pas vers lui. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une tension qui allait au-delà des mots. Antoine leva la main, touchant légèrement le visage de Louise. Un geste si délicat qu'il semblait impossible qu'il vienne de ses mains habituellement fermes et décidées. « Avant que je ne puisse plus faire semblant que ce que je ressens pour toi n'est qu'une admiration professionnelle, confessa-t-il finalement. Le cœur de Louise s'accéléra. Elle savait qu'elle devrait reculer, maintenir la relation strictement professionnelle, mais quelque chose de plus fort la poussait en avant, plus près de lui. « Et que ressens-tu » chuchota-t-elle, reconnaissant à peine sa propre voix. La réponse ne vint pas en mots. Lentement, comme s'il craignait de briser un enchantement, Antoine se pencha et ses lèvres rencontrèrent les siennes. Un baiser doux, hésitant, qui portait des décennies de solitude et le début de quelque chose de nouveau et de terriblement puissant. À l'extérieur de l'atelier, caché dans l'ombre, Richard Beaumont observait la scène avec un sourire malveillant. Le téléphone portable dans ses mains capturait le moment intime, une arme qu'il comptait utiliser au moment exact pour détruire non seulement la réputation d'Antoine, mais aussi l'imminente collection qui menaçait d'éclipser son propre travail à la semaine de la mode. Les rayons du soleil du matin parisien envahissaient l'atelier à travers les grandes fenêtres, illuminant les tissus colorés et les dessins éparpillés sur les tables. Louise arriva tôt, le cœur encore battant avec les souvenirs de la nuit précédente. Le baiser échangé avec Antoine semblait à la fois un rêve lointain et une réalité écrasante. Tout en organisant son matériel de travail, elle se demandait comment agir quand il arriverait. Tout serait-il différent maintenant? « Bonjour !» La voix grave et familière la fit se retourner rapidement. Antoine se tenait à la porte, impeccablement vêtu comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Une légèreté peut-être? Une vulnérabilité qui contrastait avec sa figure habituellement imposante. « Bonjour !» répondit Louise, sentant son visage rougir involontairement. Pendant quelques instants, ils restèrent simplement à se regarder, comme si les mots étaient insuffisants pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Ce fut Antoine qui finalement rompit le silence, s'approchant d'un pas décidé. « À propos d'hier soir, » commença-t-il, mais il fut interrompu par l'arrivée bruyante de Marcel, accompagné d'une équipe d'assistants portant de nouveaux échantillons de tissus. « Les broderies de Bretagne viennent d'arriver » annonça-t-il avec animation, sans percevoir la tension dans l'air.
Et nous avons un appel vidéo prévu avec les dentelières du Nord dans 20 minutes. Le moment d'intimité fut dissipé, remplacé par la réalité urgente du travail qui devait être achevé. À seulement une semaine du défilé, chaque minute était précieuse. Antoine et Louise échangèrent un regard de compréhension mutuelle. La conversation devrait attendre. Les heures suivantes furent d'une intense activité créative. La collection Racine prenait forme rapidement, chaque pièce se révélant plus impressionnante que la précédente. La décision d'utiliser exclusivement des matériaux français avait transformé un défi logistique en un concept révolutionnaire. Quelque chose qui commençait déjà à créer un bourdonnement dans les cercles de mode de la ville. « Cela va tout changer », commenta Madame Claudette, admirant la robe de lin normand qu'elle venait d'ajuster. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu Antoine aussi inspiré. Louise sourit, ressentant un mélange de fierté et d'appréhension. Elle savait que sa présence avait été catalyseur de cette transformation, mais elle craignait les conséquences d'une implication personnelle avec l'homme qui, après tout, était son patron, et une figure publique constamment scrutée. En fin d'après-midi, lorsque la plupart des employés avaient déjà quitté l'atelier, Antoine trouva un moment pour s'approcher d'elle à nouveau. « Pouvons-nous dîner ensemble ce soir ?» demanda-t-il à voix basse, assez proche pour que seule elle puisse l'entendre. « Nous devons parler. » Louise acquiesça, essayant d'ignorer le frisson dans son ventre que la proposition provoquait. « Où ? Je connais un endroit discret dans le Marais. Je peux passer à ton appartement à 8 heures. » La conversation fut à nouveau interrompue, cette fois par l'arrivée inattendue de Richard Beaumont. Le rival de longue date d'Antoine entra dans l'atelier comme s'il en était le propriétaire, son costume italien impeccable contrastant avec l'environnement créatif et légèrement chaotique. « Antoine, mon vieil ami !» s'exclama-t-il avec une fausse cordialité. « Je suis venu personnellement te remettre ton invitation pour mon défilé vendredi. Après tout, rivaux ou non, nous sommes les deux faces de la mode française, n'est-ce pas ?» La tension dans l'air était palpable. Antoine se raidit visiblement, mais maintint la contenance professionnelle qui le caractérisait en public. « Richard, quelle surprise !» répondit-il froidement. « Je pensais que tes assistants s'occupaient de ces trivialités. » Le sourire sur le visage de Richard ne vacilla pas, mais ses yeux, froids comme la glace, errèrent dans l'atelier, s'arrêtant un moment sur Louise. Il y avait quelque chose de prédateur dans ce regard qui la fit instantanément se sentir mal à l'aise. « Et tu dois être la nouvelle protégée, » dit-il, s'approchant d'elle avec une familiarité déplacée. « La petite fille du légendaire Gérard Olivier. J'ai entendu dire que tu faisais grande impression. » L'emphase sur la dernière phrase portait une insinuation qui fit frémir Louise intérieurement. Serait-il possible qu'il sache pour la nuit précédente? « Louise Saunier », se présenta-t-elle formellement, tendant la main pour maintenir une distance. « Je travaille dans l'équipe de Monsieur Marchand. » Richard serra sa main plus longtemps que nécessaire, un geste délibérément intrusif. « Fascinant comme l'histoire se répète, n'est-ce pas, Antoine? Tu as toujours eu un talent spécial pour qu'inspirer les jeunes talents. » Antoine fit un pas en avant, se positionnant subtilement entre Louise et Richard. « Si tu es venu simplement livrer l'invitation, considère ta mission accomplie. Nous sommes au milieu de préparatifs importants. »« Bien sûr, répondit Richard, reculant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je ne veux pas perturber ton inspiration. J'ai juste pensé que tu aimerais savoir que j'ai une surprise spéciale préparée pour mon défilé. Quelque chose qui va faire remonter certains souvenirs. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Richard se dirigea vers la sortie, s'arrêtant seulement pour lancer une dernière provocation par-dessus son épaule. « Au fait, les coulisses sont des endroits dangereux pour des moments intimes. On ne sait jamais qui peut être en train d'observer. » Quand la porte se referma derrière lui, Antoine serra les poings si fort que les jointures blanchirent. Son visage, normalement contrôlé, révélait un mélange de colère et d'inquiétude. « Que voulait-il dire par là ?» demanda Louise, sentant un frisson parcourir son échine. « Richard a toujours été maître en insinuations vides, » répondit Antoine, mais son ton n'était pas convaincant. « Ne te laisse pas intimider par lui. » Le reste de l'après-midi se déroula dans un climat de tension voilée. Bien qu'ils essayaient de se concentrer sur le travail, la visite de Richard planait comme un nuage sombre au-dessus d'eux. À cette heure, Antoine libéra l'équipe, promettant de fermer lui-même l'atelier. « Tu veux toujours dîner ?» demanda-t-il à Louise lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. « Plus que jamais, » répondit-elle, se rendant compte qu'ils devaient affronter non seulement ce qui se passait entre eux, mais aussi la menace que Richard représentait. Le restaurant choisi par Antoine
était une petite oasis de tranquillité dans le quartier animé du Marais. Caché dans une rue bordée d'arbres, l'établissement discret offrait des alcôves qui garantissaient l'intimité, quelque chose d'essentiel pour quelqu'un constamment poursuivi par des photographes et des fans. Installés à une table au fond, loin des regards curieux, ils eurent enfin l'opportunité de parler ouvertement. « Je dois être honnête avec toi », commença Antoine après que le serveur eut servi le vin. « Ce qui se passe entre nous n'était pas dans mes plans. Je n'aurais jamais imaginé qu'après tant d'années de solitude, je puisse ressentir quelque chose comme ça à nouveau. » Louise l'observa attentivement, remarquant comme il semblait plus jeune, plus vulnérable sous la douce lumière des bougies. « Ce n'était pas dans mes plans non plus, » avoua-t-elle. « Je suis venue à Paris pour apprendre, pour honorer l'héritage de mon grand-père. Je n'attendais pas cela. » Et maintenant, Richard semble soupçonner quelque chose, continua Antoine, l'inquiétude évidente dans sa voix. Il a toujours cherché des moyens de me déstabiliser, mais cette fois, je crains qu'il n'ait trouvé un point véritablement vulnérable. Tu penses qu'il a vraiment vu quelque chose hier soir? Antoine soupira profondément. C'est possible. Richard a des yeux et des oreilles dans tout le monde de la mode, et s'il a vraiment quelque chose, il n'hésitera pas à l'utiliser contre moi, contre nous. Que pourrait-il arriver? Je veux dire, nous n'avons rien fait de mal, argumenta Louise, bien qu'elle sache que dans le monde de la mode, les apparences n'importaient souvent plus que la réalité. Sur le papier, tu es mon employé. Une novice talentueuse qui a reçu mon orientation personnelle, expliqua Antoine. Si Richard répand des rumeurs sur une relation romantique, beaucoup remettront en question ton mérite. Ils diront que ta position a été acquise non par talent, mais pour d'autres raisons. La réalité de ces paroles frappa Louise comme un seau d'eau froide. Sa carrière, pour laquelle elle avait tant lutté, pourrait être entachée avant même d'avoir réellement commencé. « Et toi ?» demanda-t-elle, essayant de comprendre tous les angles de la situation. « Je survivrai », répondit-il avec un sourire triste. « Ce ne serait pas le premier scandale de ma carrière, mais toi, ta réputation est encore en construction, et je sais combien cela compte pour toi, combien tu veux conquérir ta place par ton propre mérite. » Le silence qui suivit était lourd d'implications. Tous deux savaient qu'ils se trouvaient à une croisée des chemins difficiles. « Que faisons-nous alors ?» demanda finalement Louise, sa voix presque un murmure. Antoine étendit sa main sur la table, entrelaçant ses doigts aux siens dans un geste de tendresse. « D'abord, nous terminons la collection. Nous montrons au monde ce que nous sommes capables de créer ensemble, professionnellement. Après le défilé, nous pourrons décider ce que nous voulons être l'un pour l'autre. » Il y avait de la sagesse dans cette proposition, et Louise acquiesça, reconnaissant que la priorité en ce moment devait être le travail auquel ils s'étaient tous deux tant dédiés. La conversation dériva vers des sujets plus légers, pendant qu'ils dînaient, partageant des histoires personnelles et découvrant les nombreuses affinités qu'ils possédaient au-delà de la passion pour la mode. C'était comme si, dans ce petit restaurant, loin des projecteurs et des pressions, ils pouvaient simplement être Antoine et Louise, deux personnes découvrant une connexion spéciale. À la fin de la soirée, quand il la laissa devant le petit immeuble du Sentier, les adieux furent brefs mais chargés de promesses non dites. Un baiser rapide, un regard qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer à ce moment-là. « À demain !» murmura Antoine, réticent à la quitter. « À demain !» répondit Louise, l'observant remonter dans sa voiture. Aucun des deux ne remarqua la silhouette dans l'ombre de l'autre côté de la rue, ni le clic discret d'un appareil photo enregistrant ce moment d'intimité. Le lendemain matin, Louise arriva à l'atelier pour trouver une ambiance inhabituelle. Des groupes d'employés conversaient en chuchotant, s'interrompant brusquement quand ils la voyaient. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Madame Claudette, qui semblait particulièrement consternée. La vieille couturière hésita, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Richard Beaumont a donné une interview au blog le plus influent du monde de la mode. Il a fait des insinuations, sur toi et Antoine. L'estomac de Louise se noua. Quel genre d'insinuation? Il a suggéré que la nouvelle collection d'Antoine est basée sur des idées volées à un jeune styliste il y a 30 ans, et qu'il serait maintenant en train de répéter ce schéma, t'utilisant comme inspiration pour ensuite te jeter. Avant que Louise ne puisse complètement assimiler cette information, Marcel apparut, son visage normalement calme maintenant marqué par l'inquiétude. « Antoine veut te voir. » Immédiatement. Le bureau d'Antoine, normalement un espace d'élégance minimaliste,
reflétait l'état émotionnel de son propriétaire. Des papiers éparpillés sur le bureau, une bouteille de whisky à moitié vide, et l'homme que le monde de la mode considérait comme inébranlable semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. En voyant Louise entrer, ses yeux, rouges de fatigue ou d'émotion, rencontrèrent les siens avec un mélange de chagrin et de détermination. « J'imagine que tu es déjà au courant », dit-il, se dispensant de toute salutation. Louise acquiesça, fermant la porte derrière elle. « Madame Claudette m'a parlé de l'interview, mais je n'ai pas bien compris ce que Richard insinue exactement. » Antoine poussa une tablette dans sa direction. Sur l'écran, le site Mode Insider affichait une interview exclusive avec Richard Beaumont, illustrée par une photo d'eux, Antoine et Louise, la nuit précédente, capturés au moment précis du bref baiser devant l'immeuble de la jeune femme. Le titre était sensationnaliste, l'histoire se répète, Antoine Marchand et son schéma d'inspiration douteuse. « Lisse », lui dit-il, la voix chargée d'une fatigue qui allait au-delà du physique. Les yeux de Louise parcoururent rapidement le texte, chaque mot plus choquant que le précédent. Richard n'insinuait pas seulement une relation inappropriée entre eux, mais suggérait que c'était un schéma comportemental. Selon lui, Antoine avait construit sa carrière en s'inspirant de jeunes talents pour ensuite les écarter. Le coup le plus bas venait sous la forme d'une accusation voilée, celle que la collection qui avait valu à Antoine son premier Grand Prix international, ironiquement appelé « Métamorphose », avait été basée sur des dessins volés à un jeune styliste qui avait ensuite disparu de la scène de la mode. « C'est absurde », murmura Louise, sentant une vague d'indignation monter en elle. « Qui croirait cela ? Suffisamment de gens pour causer des dommages, » répondit Antoine, passant sa main dans ses cheveux dans un geste rare de décomposition. Les médias adorent un scandale, surtout à la veille d'un grand événement. Et Richard a très bien choisi ses mots. Il insinue sans accuser directement, soulève des soupçons sans preuve concrète. Mais qui serait ce jeune styliste qu'il mentionne? À qui aurais-tu supposément volé des idées? Antoine la regarda intensément, comme s'il mesurait combien il pouvait révéler. « Ton grand-père », dit-il finalement. La réponse frappa Louise comme un coup de poing. « Mon grand-père? Mais comment ça? C'est une distorsion malveillante de la vérité, » expliqua Antoine, se levant pour marcher jusqu'à la fenêtre. La collection Métamorphose était effectivement inspirée de conversations que j'ai eues avec Gérard, d'idées que nous avons développées ensemble durant des nuits de café et de créativité. Mais il n'y a jamais eu de vol. C'était un hommage, une continuation de ce que nous avions appris l'un de l'autre. Et mon grand-père le savait? Au début, oui, il en était même fier. Mais après l'incident du festival, après que notre amitié s'est rompue, il a commencé à voir la collection comme une trahison de plus. La douleur dans sa voix était palpable, des décennies de regrets condensés en quelques mots. Louise s'approcha, touchant légèrement son bras. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé d'expliquer? De vous réconcilier? » « L'orgueil, » admit-il avec un sourire amer. « Ce maudit orgueil qui nous empêche d'admettre nos erreurs, de demander pardon. Et puis la vie a continué. Les années ont passé, et l'abîme entre nous n'a fait que grandir. » Un silence réfléchi tomba sur eux, chacun perdu dans des pensées sur le passé et ses répercussions sur le présent. Ce fut Louise qui finalement rompit le silence. « Que faisons-nous maintenant? »« Nous ?» questionna Antoine, se retournant pour la regarder. « Louise, tu n'as pas besoin de t'impliquer dans cette saleté. Tu peux t'éloigner et dire que tu as été manipulée, que tu ne savais rien. Ta carrière peut être préservée. » La suggestion l'a pris par surprise. « Tu penses vraiment que je ferais ça? Que j'abandonnerais tout ce que nous avons construit ensemble au premier signe de problème? Ce serait le plus sensé, » répondit-il, avec une honnêteté douloureuse. « Tu ne fais que commencer. Tu as tant devant toi. J'ai déjà suffisamment vécu. J'ai survécu à d'autres scandales. » Louise sentit une détermination grandir en elle, une force qu'elle ne savait pas posséder. « Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Ce n'est pas ainsi que je fonctionne. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Marcel entra, suivi d'une femme à l'expression sérieuse que Louise reconnut comme Hélène Costa, l'attachée de presse de la marque. « Les téléphones ne cessent de sonner », informa Hélène, ignorant l'atmosphère tendue qu'elle avait interrompue. « Tous les médias veulent une déclaration. Et nous venons de recevoir un appel de la coordination de la Semaine de la Mode. Ils envisagent une réunion extraordinaire pour discuter de l'incident. » « L'incident ?» répéta Antoine, incrédule.
Nous parlons d'accusations sans fondement faites par un rival jaloux, pas d'un crime. Pour la presse, c'est du pareil au même, répondit Hélène pragmatiquement. Nous avons besoin d'une stratégie, et vite. Je suggère un communiqué niant tout, suivi d'une conférence de presse contrôlée où tu... Non, interrompit Louise, sa voix étonnamment ferme. Pas de communiqué. 3 paires d'yeux se tournèrent vers elle, surpris par son intervention. Et qui es-tu pour décider de cela? Questionna Hélène, visiblement irritée. Elle est la personne au centre de cette tempête, avec moi, répondit Antoine, un nouveau ton de respect dans sa voix. Et je veux entendre ce qu'elle a à dire. Encouragée, Louise poursuivit. Les communiqués sont froids, impersonnels. Ils ressemblent à des excuses formulées par des avocats. Si nous voulons combattre les insinuations de Richard, nous avons besoin de quelque chose de plus authentique, de plus vrai. Que suggères-tu alors? Demanda Marcel intrigué. Une interview exclusive. Non pas pour nous défendre, mais pour raconter notre histoire, la vraie histoire, sur la façon dont la collection Racine est née d'une collaboration authentique, sur la façon dont nous honorons l'héritage des artisans français. Hélène secoua la tête, sceptique. Et les photos? La supposée relation romantique? La vérité, répondit Louise simplement. Oui, nous explorons des sentiments qui sont apparus naturellement pendant notre collaboration créative. Il n'y a rien de mal ou de contraire à l'éthique là-dedans. Nous sommes 2 adultes, 2 personnes qui partagent une passion pour la mode et apparemment l'une pour l'autre. Antoine la regardait avec une expression difficile à déchiffrer, surprise, admiration, peut-être même une touche de peur face à ce courage désarmant. Ce serait risqué, pondéra Hélène après quelques instants, mais cela pourrait fonctionner. L'authenticité a sa valeur à l'ère des réseaux sociaux. Et toi, dit-elle, se tournant vers Louise avec un nouveau respect, tu es suffisamment articulé pour ne pas tomber dans les pièges journalistiques. Nous devons choisir très soigneusement qui donnera cette interview, avertit Marcel. Quelqu'un de respecté, d'impartial qui ne cherche pas simplement un scandale. Patricia Meunier, suggéra Antoine d'un ton décisif. C'est la seule journaliste de mode que je respecte intégralement. Elle n'a jamais cédé au sensationnalisme, même quand cela signifiait perdre des exclusivités. La suggestion fut accueillie avec une approbation générale. Hélène sortit immédiatement pour établir les contacts nécessaires, tandis que Marcel organisait la logistique pour que l'interview ait lieu le jour même, avant que le récit de Richard ne se cristallise dans l'opinion publique. Lorsqu'ils se retrouvèrent à nouveau seuls, Antoine s'approcha de Louise, tenant ses mains entre les siennes. « Tu es sûr de cela ?» demanda-t-il, la voix basse et intense. « Une fois que nous aurons assumé publiquement ce qui se passe entre nous, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta carrière sera pour toujours associée à la mienne, pour le meilleur ou pour le pire. » Louise soutint son regard sans hésitation. « Mon grand-père disait toujours que dans le monde de la mode, comme dans la vie, ce qui importe ce ne sont pas les applaudissements, mais l'intégrité avec laquelle nous créons. Je suis sûr de cela, Antoine. Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit. » Quelques heures plus tard, assis côte à côte sur le canapé blanc de l'atelier principal, Antoine et Louise parlaient avec une sincérité absolue à Patricia Meunier, une femme d'âge moyen dont la réputation de journaliste sérieuse était largement reconnue. « Donc cette collaboration entre vous a vraiment transformé la collection Racine », résuma Patricia, après avoir écouté attentivement l'histoire depuis le début. « Ce qui devait être simplement un travail inspiré par la France est devenu une véritable révolution dans ton approche créative, Antoine. »« Exactement, » confirma-t-il, avec une passion qui surprit même ses assistants qui observaient discrètement l'interview. Louise a ramené quelque chose que j'avais perdu au fil des ans, la connexion émotionnelle avec le processus créatif. Elle m'a rappelé que la mode n'est pas seulement une question de technique et de concept, mais de cœur et d'âme. Et concernant les accusations de Richard Beaumont, demanda Patricia directement, il suggère un schéma préoccupant. Antoine respira profondément, et Louise toucha instinctivement sa main en signe de soutien. Richard et moi avons une histoire complexe qui remonte à nos années d'études, commença-t-il. Il y a toujours eu de la compétition, mais de sa part, cela s'est transformé en quelque chose de plus sombre, une obsession à me discréditer. La vérité, continua-t-il, sa voix gagnant en force, c'est que la collection Métamorphose a été profondément influencée par les conversations que j'ai eues avec Gérard Olivier, le grand-père de Louise. C'était un hommage, pas un vol. Malheureusement, les circonstances de la vie nous ont éloignés avant que nous puissions tout clarifier.
Et maintenant sa petite fille est à tes côtés, observa Patricia. Un hasard extraordinaire. Je préfère penser que c'est le destin qui corrige ses propres chemins, répondit Antoine, regardant Louise avec une tendresse indéniable, me donnant une seconde chance d'honorer non seulement l'héritage de Gérard, mais aussi de trouver quelque chose que je ne pensais plus possible, une connexion véritable. Et vous deux? Demanda la journaliste directement. Les photos publiées suggèrent plus qu'un partenariat professionnel. Ce fut Louise qui répondit, sa voix claire et sans hésitation. Nous le découvrons ensemble, Patricia. Ce qui a commencé comme une admiration professionnelle a évolué vers quelque chose de plus profond, quelque chose que nous explorons avec le même soin et le même respect que nous consacrons à notre travail. L'honnêteté désarmante de la réponse sembla impressionner la journaliste, qui acquiesça avec approbation. Une dernière question. Comment répondriez-vous à ceux qui disent que cette collection, et peut-être même cette relation, ne sont que des stratégies marketing pour la semaine de la mode? Antoine rit, un son authentique qui surprit tous ceux qui le connaissaient pour son habituelle gravité. Si c'était une stratégie marketing, nous aurions choisi quelque chose de bien moins compliqué, croyez-moi. La vérité, c'est que cette collection représente une redécouverte de la mode française authentique, de mon propre but en tant que créateur et, oui, d'une nouvelle possibilité de bonheur personnel. Lorsque l'interview se termina, il régnait un climat d'optimisme prudent dans l'atelier. L'article serait publié le lendemain matin, quelques heures avant le défilé de Richard, un timing parfait pour neutraliser ces insinuations malveillantes. « Tu as été incroyable », dit Antoine à Louise quand ils se retrouvèrent enfin seuls. « Ton courage est inspirant. »« J'ai simplement dit la vérité », répondit-elle simplement. « C'est plus facile de défendre quelque chose quand on y croit de tout cœur. » Il l'attira près de lui, l'enlaçant avec une intensité qui transmettait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Gratitude, admiration et un sentiment grandissant que tous deux hésitaient encore à nommer. Cette nuit-là, tandis qu'ils travaillaient côte à côte sur les ajustements finaux de la collection, ils partageaient non seulement des idées créatives, mais aussi des fragments de leurs histoires personnelles. Antoine parla de ses années de solitude auto-imposée, de comment le succès était devenu une prison dorée. Louise partagea ses insécurités, ses craintes de ne jamais réussir à honorer pleinement l'héritage de son grand-père. « Il serait fier de toi », assura Antoine, l'observant travailler avec précision sur une broderie complexe. « Pas seulement pour ton talent, mais pour ton intégrité. »« Je pense qu'il serait fier de nous deux », répondit-elle, levant les yeux pour rencontrer les siens. « Pour avoir retrouvé le chemin, toi vers ton objectif original et moi vers la continuation de son rêve. » Le lendemain matin, l'interview de Patricia Meunier fut publiée. Le titre, simple et direct, disait tout. Racine, une histoire de rédemption et de renaissance dans la mode française. Le texte, équilibré et profondément humain, présentait non seulement la collection révolutionnaire, mais aussi le parcours personnel de deux créateurs unis par des circonstances extraordinaires. Les photos, soigneusement sélectionnées, montraient Antoine et Louise travaillant ensemble. La complicité créative évidente dans chaque image. La répercussion fut immédiate et majoritairement positive. L'histoire de réconciliation avec le passé, de redécouverte artistique et d'une connexion inattendue résonnait avec le public d'une manière qu'aucune stratégie marketing n'aurait pu atteindre. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #RacineFrance devint rapidement l'un des sujets les plus commentés, beaucoup louant l'honnêteté du duo et la proposition innovante de valorisation des matériaux nationaux. En fin d'après-midi, quelques heures avant le défilé de Richard Beaumont, Louise reçut un appel inattendu. Un numéro inconnu, une voix familière qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. « Tante Marthe ?» demanda-t-elle, surprise de reconnaître la sœur cadette de son grand-père. « Louise, ma chérie, j'ai vu l'interview, je suis si fière de toi. Et il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que ton grand-père m'a confié avant de partir. À propos d'Antoine Marchand et de la véritable histoire entre eux. » Les paroles de tante Marthe résonnaient encore dans l'esprit de Louise, tandis qu'elle traversait précipitamment le centre de Paris. Le taxi semblait se traîner dans le trafic chaotique de fin d'après-midi, augmentant son anxiété. Le défilé de Richard Beaumont commencerait dans quelques heures, et elle devait trouver Antoine avant cela. « Vous êtes sûre que vous ne voulez pas que je vous attende, mademoiselle ?» demanda le chauffeur, en s'arrêtant devant l'imposant hôtel Coste, où Marthe l'attendait. « Non, merci. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre, » répondit Louise,
payant la course avec les mains légèrement tremblantes. L'élégant hall de l'hôtel contrastait avec son état d'esprit turbulent. Elle aperçut tante Marthe, assise dans un fauteuil en cuir, paraissant étrangement sereine pour quelqu'un qui s'apprêtait à révéler un secret gardé pendant des décennies. « Ma chérie », salua la dame de 70 ans, se levant pour l'embrasser. Marthe Olivier conservait l'élégance qui l'avait toujours caractérisée, avec ses cheveux parfaitement blancs et le parfum discret de lavande que Louise associait aux souvenirs d'enfance. « Tante, que s'est-il passé? Qu'a dit mon grand-père à propos d'Antoine » demanda Louise, dispensant les formalités. Marthe indiqua qu'elle s'assoit à nouveau. « D'abord, je veux que tu saches que Gérard n'a jamais été rancunier. S'il a gardé ses distances avec Antoine toutes ces années, c'était pour des raisons bien plus complexes qu'une simple compétition professionnelle. » Elle ouvrit son sac en cuir ancien en retirant une enveloppe jaunie par le temps. « Ton grand-père m'a demandé de garder ceci. Il a dit qu'un jour, quand le moment serait venu, je saurais à qui le remettre. » Louise prit l'enveloppe d'une main hésitante. « Et pourquoi maintenant? Pourquoi après tant de temps ?» Le regard de Marthe était doux, mais ferme. « Parce que je vous ai vus tous les deux dans l'interview. La connexion entre vous, c'est la même qui existait entre Gérard et Antoine. La même intensité, la même complémentarité créative, et quelque chose de plus. »« Quelque chose de plus ?» répéta Louise, sentant un frisson parcourir son échine. « Ouvre l'enveloppe, ma chérie. Certaines vérités doivent être vues, pas seulement racontées. » Avec des doigts précautionneux, Louise ouvrit l'enveloppe scellée. À l'intérieur, elle trouva un petit paquet de lettres manuscrites et quelques photographies anciennes. La première photo montrait son grand-père et Antoine, bien plus jeunes que sur les images qu'elle connaissait, enlacés devant un atelier improvisé. L'intimité entre eux était indéniable, différente de la simple camaraderie entre collègues de profession. Ils n'étaient pas seulement amis, ils étaient... La question resta suspendue dans l'air, tandis que Louise connectait les points qui avaient toujours été devant elle. Ils étaient amoureux, confirma Marthe doucement. À une époque où c'était beaucoup plus difficile à vivre ouvertement, spécialement dans le monde de la mode française, qui paradoxalement pouvait être si créatif et si conservateur en même temps. Louise commença à lire la première lettre, reconnaissant immédiatement l'élégante calligraphie de son grand-père. Les mots étaient intenses, passionnés, révélant un côté de Gérard Olivier qu'elle n'avait jamais imaginé. Il parlait de rêves partagés, d'une collection qu'ils créeraient ensemble, Métamorphose, qui révolutionnerait la mode nationale. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi se sont-ils séparés? Demanda-t-elle, regardant sa tante avec les yeux embués. Le Festival des jeunes créateurs de 1995, répondit Marthe avec un profond soupir. Ce n'était pas exactement comme Antoine te l'a raconté. Oui, il a utilisé des informations privilégiées concernant le juré qui avait des différends avec Gérard, mais ce n'était pas par cupidité ou ambition démesurée. Elle fit une pause comme si elle organisait des souvenirs douloureux. La veille du jugement final, Gérard a reçu une menace. Richard Beaumont, qui nourrissait déjà une obsession malsaine pour Antoine, a découvert leur relation et a menacé de tout exposer publiquement si Gérard ne se retirait pas de la compétition. Et mon grand-père n'a pas dit à Antoine pour la menace? Non. Gérard savait combien ce prix signifiait pour Antoine. La chance de faire un stage à Paris, de réaliser le rêve d'une vie. Alors, il a fait ce qu'il croyait être un acte d'amour. Il s'est préparé à perdre délibérément. Louise ressentait chaque nouvelle révélation comme une vague, modifiant complètement l'histoire qu'elle connaissait. Mais Antoine l'a remarqué? Oui. Il connaissait ton grand-père trop bien pour ne pas remarquer que quelque chose n'allait pas. Il a enquêté de son côté et a découvert la menace de Richard. C'est alors qu'il a pris sa propre décision. Utiliser les informations sur le juré partial pour assurer sa victoire, croyant que s'il gagnait légitimement, même avec ce petit avantage, Gérard n'aurait pas à se sacrifier. Et mon grand-père a interprété cela comme une trahison, conclut Louise, comprenant finalement. Au début, oui. Il s'est senti manipulé, comme si Antoine ne lui faisait pas confiance pour gérer la situation. L'orgueil blessé, la sensation que son autonomie avait été bafouée, c'était trop à accepter. Il a demandé à Antoine de ne plus jamais le contacter. Louise continuait à feuilleter les lettres, réalisant que la plupart n'avaient jamais été envoyées. C'étaient des confessions, des réflexions, des regrets que son grand-père avait gardés uniquement pour lui-même. Avec le temps, continua Marthe, Gérard a réalisé qu'il avait exagérément réagi, que tous deux,
dans leur tentative maladroite de se protéger l'un l'autre, avaient fini par construire un mur d'incompréhension. Mais quand il a finalement décidé de chercher Antoine pour se réconcilier, celui-ci s'était déjà transformé en tsar de la mode française, inaccessible dans sa tour de cristal. Et Richard? A-t-il vraiment exposé quelque chose? Non. Une fois que Gérard et Antoine se sont éloignés, il n'avait plus de pouvoir sur eux. Mais il a continué à nourrir son obsession, son ressentiment. Comme tu le vois maintenant. Louise resta silencieuse quelques minutes, absorbant tout. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. La réaction d'Antoine en la rencontrant, la façon dont il parlait de son grand-père, la transformation qu'elle avait été témoin chez lui ces dernières semaines. « Tante, je dois y aller », dit-elle soudainement, se levant. « Je peux prendre ces lettres? Elles sont à toi maintenant, ma chérie. Fais ce que tu sens être juste. » Louise embrassa sa tante avec force, reconnaissante non seulement pour la révélation, mais pour la sagesse de savoir le moment opportun de la partager. En sortant de l'hôtel, la nuit parisienne était déjà tombée, et les lumières de la ville pulsaient avec une vie renouvelée, exactement comme son cœur. Elle prit un autre taxi, cette fois à destination du théâtre où le défilé de Richard Beaumont aurait lieu. Ce n'était pas prévu qu'elle y assiste, mais c'était maintenant impératif. Non seulement pour affronter l'homme qui tentait de manipuler leur vie, mais surtout pour trouver Antoine, qui serait certainement là, observant discrètement le travail du rival, comme c'était la tradition dans le milieu. En chemin, elle téléphona à Marcel. « J'ai besoin de savoir où Antoine est assis au défilé de Richard. »« Louise, je pensais que tu étais à l'atelier avec l'équipe, finalisant les derniers détails pour demain, » répondit l'assistant, clairement surpris. « C'est urgent, Marcel. Question de vie ou de mort. » L'hyperbole s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse la retenir. Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « Rangée B, siège 23, côté droit du podium. » Mais il a demandé à ne pas être dérangé. Il a dit qu'il avait besoin d'observer le travail de Richard avec une concentration totale. « Merci, » répondit-elle simplement, raccrochant aussitôt. Le théâtre bouillonnait de l'agitation typique des minutes précédant un grand défilé. Photographes, célébrités, acheteurs internationaux et critiques renommés se mêlaient dans un bourdonnement élégant. Louise traversa le hall rapidement, ignorant les regards curieux qui la reconnaissaient de l'interview publiée ce matin-là. En entrant dans la salle principale, les lumières étaient déjà baissées, créant l'atmosphère d'attente qui précédait le début du spectacle. Ses yeux localisèrent rapidement la silhouette familière d'Antoine, assise exactement où Marcel l'avait indiqué. D'un pas décidé, elle s'approcha. « Nous devons parler », chuchota-t-elle en se penchant près de lui. « Maintenant. » Antoine se retourna surpris, mais l'expression sur son visage passa rapidement de la confusion à l'inquiétude en voyant l'état émotionnel de Louise. Sans poser de questions, il se leva et la suivit jusqu'au couloir latéral, où il pourrait avoir un peu d'intimité. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, tenant ses mains entre les siennes. « Tu trembles. Je connais la vérité, Antoine, sur toi et mon grand-père, sur ce qui s'est réellement passé au festival de 95. » L'impact de ces mots fut visible. Antoine pâlit, reculant d'un demi-pas comme s'il avait reçu un coup physique. « Comment ?»« Ma tante Marthe. Elle a gardé des lettres, des photographies. Mon grand-père lui a confié toute l'histoire avant de nous quitter. » Antoine ferma les yeux un moment, des décennies d'émotions contenues traversant son visage en vagues presque visibles. Quand il les rouvrit, il y avait une vulnérabilité dans son regard qui brisa le cœur de Louise. « Je n'ai jamais voulu le blesser, » dit-il d'une voix rauque. « Tout ce que j'ai fait, c'était essayer de le protéger, à ma manière désastreuse et arrogante. Quand j'ai découvert la menace de Richard, j'ai paniqué. Je savais que Gérard était capable de sacrifier sa propre carrière pour moi, et je ne pouvais pas le permettre. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité dès le début ?» demanda Louise sans accusation, cherchant simplement à comprendre. « Comment aurais-je pu ? Bonjour, je suis l'homme que ton grand-père a aimé et perdu à cause d'un terrible malentendu. » Il secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Et puis j'ai commencé à tomber amoureux de toi, Louise. Pas seulement pour l'ombre de Gérard que je vois dans tes yeux, mais pour qui tu es, ta force, ton authenticité, ton talent. Comment aurais-je pu risquer de perdre cela aussi ?» Cette confession si directe et vulnérable toucha Louise profondément. Avant qu'elle ne puisse répondre, cependant, les lumières clignotèrent, annonçant le début imminent du défilé. Le brouhaha autour augmenta, les invités retournant précipitamment à leur place.
Nous devons terminer cette conversation, dit Antoine avec urgence. Mais pas ici, pas maintenant. Retrouve-moi à la sortie dans 1 heure. Louise acquiesça, comprenant la nécessité de discrétion. Antoine retourna à sa place, tandis qu'elle trouvait un siège disponible au fond de la salle. Les lumières s'éteignirent complètement, et les premiers accords de la bande sonore annoncèrent le début du spectacle. La collection de Richard, intitulée de façon provocante « Révélation », était techniquement impeccable. Personne ne pouvait nier son talent de styliste. Des pièces structurées aux couleurs sobres défilaient sur le podium, chacune plus élaborée que la précédente. C'était de la mode de haute qualité sans doute, mais dépourvue de cette étincelle spéciale, de cette émotion que Louise avait redécouverte aux côtés d'Antoine. L'ambiance changea drastiquement quand, à l'apogée du défilé, les lumières diminuèrent et une voix off annonça « Et maintenant, notre hommage spécial à l'histoire de la mode française, Métamorphose revisitée ». Un murmure parcourut l'assistance. Le nom n'était pas une coïncidence. Tous les présents connaissaient la fameuse collection d'Antoine Marchand qui l'avait catapulté vers la célébrité internationale. Ce qui suivit fut choquant. Les mannequins commencèrent à défiler portant des créations qui étaient plus qu'inspirées de l'ancienne collection d'Antoine. C'étaient des copies presque identiques, avec de petites altérations qui ne faisaient qu'accentuer la référence évidente. Sur l'écran géant en arrière-plan, des images du jeune Gérard Olivier alternaient avec des photos de ses croquis originaux, suggérant visuellement le récit que Richard promouvait, celui qu'Antoine avait volé les idées de son mentor. Louise sentit son sang se glacer. C'était une provocation flagrante, une tentative publique d'humiliation. Ses yeux cherchèrent instinctivement Antoine, le trouvant parfaitement immobile sur son siège, seule la rigidité de ses épaules trahissant la tempête émotionnelle qui le consumait certainement de l'intérieur. Quand Richard Beaumont apparut pour les applaudissements finaux, son sourire triomphant se dirigea directement vers l'endroit où Antoine était assis. Un défi explicite, une déclaration de guerre ouverte. Le public applaudit avec enthousiasme, beaucoup sans comprendre complètement la dimension du drame qui se déroulait devant eux. Tandis que les lumières se rallumaient et que les invités commençaient à se disperser, commentant avec animation le défilé, Louise observa Antoine se lever avec dignité et marcher calmement vers la sortie. Il n'y avait pas de colère dans ses pas, juste une détermination sereine qu'elle commençait à reconnaître comme sa véritable force. Elle se hâta de le rejoindre dans le hall, maintenant bondé de monde. Elle le trouva dans un coin tranquille, le visage incroyablement composé pour quelqu'un qui venait de subir un affront aussi public. « Tu vas bien » demanda-t-elle, touchant doucement son bras. « Étrangement, oui », répondit-il avec un calme qui la surprit. Des décennies apportaient un secret, un regret. Et maintenant tout est exposé. Il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Mais les accusations, les insinuations, tu ne vas pas te défendre. Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Antoine. Demain, c'est notre défilé, Louise. La meilleure réponse que nous puissions donner n'est pas avec des mots ou des démentis, mais avec notre travail, avec la vérité de notre création. À ce moment, comme convoqué par ces paroles, Richard Beaumont s'approcha, entouré de journalistes et de photographes, avides de capturer la confrontation entre les deux géants de la mode nationale. « Antoine, mon vieil ami, qu'as-tu pensé de mon petit hommage? Assez révélateur, non ?» provoqua-t-il, avec une fausse cordialité. Louise sentit la tension croître autour d'elle, comme si tout le hall retenait collectivement son souffle. Antoine, cependant, conserva son impressionnante contenance. « Fascinant, Richard. J'ai toujours admiré ta capacité à recycler les idées, » répondit-il avec une politesse glaciale. Le sourire de Richard vacilla légèrement. « Recyclage ? Je pensais simplement rendre à Gérard Olivier le crédit qu'il méritait. Après tout, nous savons tous d'où venaient réellement les idées pour Métamorphose, n'est-ce pas ?» C'est à ce moment que Louise sentit quelque chose s'éveiller en elle, un courage, une certitude qu'elle ne savait pas posséder. Elle fit un pas en avant, se plaçant entre les deux hommes. « Je peux répondre à cela », dit-elle d'une voix claire qui attira l'attention de tous les présents, en tant que petite fille de Gérard Olivier et porteuse de son héritage. Les flashs des appareils photos s'intensifièrent, capturant le moment dramatique. Richard semblait déconcerté par cette intervention inattendue, tandis qu'Antoine observait avec un mélange de surprise et d'admiration. Mon grand-père et Antoine Marchand n'étaient pas seulement des collègues ou un mentor et son élève, continua Louise, sa voix gagnant en force à chaque mot.
Ils étaient des partenaires créatifs, deux artistes dont les esprits travaillaient en telle synchronie qu'il était impossible de déterminer où finissait l'idée de l'un et commençait celle de l'autre. Elle sortit de sa poche l'une des lettres non envoyées de Gérard, celle qui expliquait en détail le concept original de la collection Métamorphose. J'ai ici, dans les propres mots de mon grand-père, la preuve que cette collection a été conçue pour être l'expression des deux, une célébration de la transformation que l'un provoquait chez l'autre, d'où le nom Métamorphose. Les journalistes s'approchèrent encore plus, assoiffés de chaque mot de ce retournement inattendu. Richard semblait de plus en plus mal à l'aise, son plan clairement en train de s'effondrer sous ses yeux. Si des circonstances personnelles les ont séparés avant qu'ils ne puissent réaliser ce rêve ensemble, cela ne diminue pas la légitimité de l'œuvre qu'Antoine a créée, conclut Louise regardant directement Richard. Une œuvre qui, contrairement à ton hommage d'aujourd'hui, n'a jamais eu besoin de diminuer les autres pour briller. Un silence stupéfait suivit ces paroles, brisé seulement par les clics incessants des appareils photo. Richard, le visage maintenant rouge d'humiliation, marmonna quelque chose d'inaudible avant de s'éloigner précipitamment, suivi par ses assistants visiblement embarrassés. Quand le brouhaha recommença autour d'elle, avec des journalistes posant des questions simultanément, Louise sentit la main d'Antoine saisir fermement la sienne. Sans dire un mot, il la guida à travers la foule jusqu'à la sortie où une voiture les attendait déjà. « À l'atelier », instruisit-il au chauffeur, avant de se tourner vers Louise avec un regard qui contenait des univers entiers d'émotions. « Nous avons une collection à finaliser et une histoire à compléter. » Le matin du défilé se leva avec un ciel étonnamment limpide pour l'automne parisien. Des rayons dorés s'infiltrèrent par les fenêtres de l'atelier, où l'équipe travaillait depuis les premières heures, dans une atmosphère de concentration presque religieuse. Les 12 dernières heures avaient été d'une activité frénétique, avec des ajustements de dernière minute et des décisions cruciales prises entre tasses de café forts et regards déterminés. Louise se déplaçait parmi les mannequins, avec la grâce de quelqu'un qui a enfin trouvé sa place dans le monde. Les pièces de la collection Racines, maintenant officiellement rebaptisées Racines entrelacées, étaient plus que des créations de mode. Elles étaient des déclarations d'intention, des témoignages d'un voyage qui transcendait tissus et aiguilles. « Comment te sens-tu » demanda Madame Claudette, s'approchant avec une tasse de tisane à la camomille. « Tu n'as pas dormi du tout. » « Étrangement calme, répondit Louise avec un sourire serein, comme si tout était enfin à sa juste place. La vieille couturière acquiesça, comprenant parfaitement. En 40 ans de métier, elle avait rarement été témoin d'une symbiose créative comme celle qui existait entre Antoine et Louise. C'était comme observer deux moitiés d'une même âme qui se retrouvaient enfin. De l'autre côté de l'atelier, Antoine révisait l'ordre des pièces sur le podium avec Marcel. Son visage, autrefois perpétuellement tendu, affichait maintenant une sérénité qui surprenait tous ceux qui le connaissaient depuis des années. « Les journalistes commencent à arriver », informa Hélène, entrant précipitamment dans l'atelier. « Et vous n'allez pas le croire, la liste des confirmations VIP a augmenté de 40% depuis hier soir. La confrontation avec Richard a transformé ce défilé en l'événement le plus attendu de la saison. » « Il ne s'agit pas de confrontation, corrigea Antoine doucement. Il s'agit de réconciliation, de fermer des cycles et d'ouvrir de nouveaux chemins. » Hélène haussa les sourcils, s'adaptant encore à cette nouvelle version de son patron. Moins obsédée par le statut et la visibilité, plus centrée sur l'essence du travail. Eh bien, quelle qu'en soit la raison, le Grand Palais sera plein à craquer. Et tous les grands noms de l'industrie ont confirmé leur présence. Y compris Richard ? Demanda Louise, s'approchant du groupe. « Surtout Richard », confirma Hélène, avec un sourire conspirateur. Après le fiasco d'hier soir, il ne pourrait pas se permettre de ne pas venir. Ce serait interprété comme un aveu de défaite. Antoine et Louise échangèrent un regard complice. La présence de Richard était d'une certaine façon la conclusion parfaite de l'histoire qu'ils avaient commencé à réécrire ensemble. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités coordonnées. L'équipe se déplaça vers le Grand Palais, où le défilé aurait lieu. Les mannequins arrivèrent pour les essayages finaux. Maquilleurs et coiffeurs créèrent le look qui compléterait l'essence de la collection, quelque chose de naturel, d'authentique, de viscéralement français. Dans un rare moment de calme avant la tempête, Antoine trouva Louise dans un coin tranquille des coulisses, ajustant des détails sur l'une des pièces les plus emblématiques de la collection,
une robe qui mélangeait des techniques de dentelle de Calais avec des soies naturelles teintes, avec des pigments extraits de la flore provençale. « C'est parfait, dit-il, observant le travail méticuleux de ses mains. Louise leva les yeux, rencontrant son regard. Il y avait tant de choses à dire, tant d'émotions à traiter après les révélations de la nuit précédente. Et pourtant, à ce moment, les mots semblaient superflus. « J'aurais aimé que mon grand-père puisse voir ça, » murmura-t-elle, passant ses doigts sur la délicate broderie. « Il le voit, » répondit Antoine doucement. « À travers tes yeux, tes mains, ton cœur. » Il s'approcha davantage, touchant légèrement son visage. « J'ai passé des décennies à essayer de combler un vide que je ne comprenais pas complètement moi-même. J'ai construit des murs, créé un personnage intouchable. Je suis devenu exactement le type de figure que Gérard aurait détesté. Et puis, quand je m'y attendais le moins, tu es littéralement tombé dans mes bras. » Louise sourit au souvenir de cette première rencontre maladroite. Le destin a un sens de l'humour particulier. Ou un sens de la justice, compléta-t-il. Comme si l'univers avait finalement décidé qu'il était temps de corriger d'anciennes erreurs. Ce moment intime fut interrompu par Marcel, annonçant que les invités commençaient à arriver et qu'il ne restait qu'une heure avant le début du défilé. Ils se séparèrent à contre-cœur, chacun retournant à ses responsabilités finales. Tandis qu'elle se déplaçait dans les coulisses frénétiques, aidant les mannequins nerveuses avec les derniers ajustements, Louise fut surprise par une présence inattendue. Tante Marthe, élégante dans un ensemble de soie bleu marine, observait toute cette agitation avec un sourire nostalgique. « Tante, je ne savais pas que tu viendrais », s'exclama Louise, l'embrassant affectueusement. « Je n'aurais manqué cela pour rien au monde », répondit la dame. « Ton grand-père serait si fier. »« Tu as apporté les autres lettres ?» demanda Louise, faisant référence au reste de la correspondance dont elles avaient discuté la veille. Marthe acquiesça, lui remettant un petit paquet discret. « Comme convenu. Mais tu es sûr de cela ? C'est une décision irréversible. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie, » répondit Louise, rangeant soigneusement le paquet dans son sac. « C'est la bonne chose à faire. » Les dernières minutes avant le défilé furent d'une intensité presque électrique. La salle principale du Grand Palais se remplissait rapidement. Célébrités, acheteurs internationaux, critiques renommés et influenceurs numériques se disputaient les meilleures places. Dans les coulisses, Antoine rassembla toute l'équipe pour un dernier moment de concentration. « Ce que nous allons présenter aujourd'hui va au-delà de la mode, » dit-il, sa voix portant une émotion inhabituelle. « C'est une déclaration sur qui nous sommes en tant que peuple, en tant que culture, sur nos racines entrelacées, toutes les influences qui nous forment et qui, ensemble, créent quelque chose d'unique au monde. » Ses yeux trouvèrent ceux de Louise parmi la foule de collaborateurs. C'est aussi une histoire de connexions perdues et retrouvées, de seconde chance, du courage de recommencer. Un silence respectueux suivit ces paroles, rompu seulement lorsque l'équipe technique annonça qu'il était l'heure. Les mannequins prirent leur position, les dernières retouches furent effectuées et les lumières des coulisses diminuèrent, signalant le début imminent du spectacle. Antoine et Louise se positionnèrent ensemble, au point d'observation privilégié, d'où ils pourraient suivre toute la présentation avant de faire leur apparition finale. Leurs mains se trouvèrent dans la pénombre, doigts entrelacés dans un geste qui communiquait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer à ce moment-là. Les premières notes de la bande sonore spécialement composée résonnèrent dans le Grand Palais, une fusion de rythmes français traditionnels avec des arrangements contemporains. Les lumières du podium s'allumèrent, révélant un décor qui évoquait les divers paysages de France. Du littoral à la forêt, de la campagne aux montagnes, des centres urbains aux communautés traditionnelles. La première mannequin apparut, vêtue d'une création qui arracha des soupirs audibles à l'assistance. Une tenue qui mélangeait parfaitement la structure contemporaine avec des techniques ancestrales de tissage traditionnel. La pièce racontait une histoire, tout comme chacune des créations qui suivirent. Un récit visuel sur l'identité, l'appartenance et la transformation. À mesure que le défilé avançait, Louise observait les réactions du public, captant des expressions de surprise, d'admiration et, plus important, d'émotions authentiques. Même les critiques les plus sévères semblaient touchés par l'authenticité et l'innovation de ce dont ils étaient témoins. Richard Beaumont était assis au premier rang, comme prévu. Son visage restait soigneusement neutre, mais ses yeux ne parvenèrent pas à cacher un mélange d'envie et d'admiration réticente. À ses côtés,
la rédactrice en chef du plus important magazine de mode du pays, se penchait occasionnellement pour commenter quelque chose, et ses gestes enthousiastes suggéraient une approbation sans équivoque. « Ça fonctionne », chuchota Louise, serrant légèrement la main d'Antoine. « Ils ressentent. » Il acquiesça, les yeux brillants d'émotion contenue. « C'est la première fois depuis des années que je présente une collection sans peur, sans l'anxiété de prouver quelque chose, de maintenir une image. C'est libérateur. » Le point culminant du défilé approchait. La pièce finale, celle qui traditionnellement résumait le concept de la collection entière. Pour Racines entrelacées, Antoine et Louise avaient créé quelque chose de véritablement spécial. Une tenue cérémonielle qui fusionnait des éléments de toutes les régions de France, utilisant exclusivement des matériaux et des techniques nationales. Lorsque la dernière mannequin émergea sur le podium portant cette création magistrale, le public se leva spontanément pour une ovation. La pièce était plus qu'un vêtement. C'était de l'art, c'était de l'histoire, c'était une déclaration politique et culturelle. Les lumières diminuèrent brièvement, signalant le moment où les créateurs devaient faire leur apparition. Antoine retint le bras de Louise avant qu'elle ne bouge. « Il y a quelque chose que je dois te demander avant, » dit-il, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. « Quelque chose qui ne peut plus attendre. » Louise se tourna vers lui, confuse. « Qu'y a-t-il ? Cette collection marque un nouveau départ pour moi, pour nous. Mais je veux que ce ne soit que le début. » Il hésita, comme s'il cherchait les mots parfaits. « Louise Saunier-Olivier, accepterais-tu non seulement de continuer à travailler avec moi, mais de construire quelque chose de nouveau, quelque chose à nous, une nouvelle marque, une nouvelle vie, un nouveau... » Nous, la proposition, inattendue à ce moment et dans ce contexte, laissa Louise momentanément sans voix. Ce n'était pas seulement une offre professionnelle, c'était une déclaration, une demande, une promesse. « Tu me demandes de sortir avec toi au milieu d'un défilé ?» demanda-t-elle, un sourire illuminant son visage. « Je te demande bien plus que cela, » répondit-il avec intensité. « Je te demande un partenariat complet, créatif, professionnel et personnel. Je te demande de réécrire ensemble l'histoire qui a commencé avec ton grand-père et moi, mais qui, cette fois, aura la fin qu'elle mérite. » Louise sentit des larmes poindre au coin de ses yeux. « Oui, » répondit-elle simplement. « 1000 fois oui. » Les lumières du podium s'intensifièrent à nouveau, les appelant. Main dans la main, Antoine et Louise marchèrent ensemble jusqu'au centre de la scène, accueillis par des applaudissements assourdissants. Le contraste entre eux, lui, mûr et élégant, elle, jeune et rayonnante, créait une image puissante de complémentarité et de renouveau. Lorsque les applaudissements diminuèrent enfin, Antoine leva la main, demandant le silence. Le public, intrigué, se calma progressivement. « Aujourd'hui, nous ne présentons pas seulement une collection, » annonça-t-il, sa voix claire et forte remplissant l'espace. « Nous présentons un manifeste sur le pouvoir transformateur de la véritable collaboration, du respect des origines et du courage de reconnaître les erreurs du passé. » Il fit une pause, ses yeux parcourant l'assistance attentive. Cette collection n'aurait pas été possible sans l'extraordinaire vision et le talent de Louise Saunier-Olivier, petite fille du grand Gérard Olivier, un homme qui a marqué ma vie et ma carrière plus profondément que beaucoup ne le savent. Louise fit un pas en avant, sortant de son sac le paquet remis par tante Marthe. Mon grand-père et Antoine ont partagé plus que des idées créatives. Ils ont partagé des rêves, des visions et un amour pour la mode française qui transcendait les rivalités commerciales. Elle ouvrit le paquet, révélant les lettres et photographies qui documentaient l'histoire profonde entre les deux hommes. En hommage à cet héritage, j'ai le plaisir d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui était connu comme Marchand Atelier devient Olivier un Marchand, une fusion non seulement de noms, mais d'histoire, de talent et de vision. Cette révélation causa une commotion immédiate. Les flashs crépitèrent frénétiquement, capturant ce moment historique. Au premier rang, Richard Beaumont semblait avoir avalé quelque chose de particulièrement amer, tandis qu'autour de lui, les visages exprimaient surprise et approbation. De plus, continua Antoine, reprenant le microphone, nous annonçons la création de la Fondation Gérard d'Olivier pour les jeunes talents de la mode française, qui offrira des bourses d'études et du mentorat pour les étudiants issus de communautés traditionnellement sous-représentées dans ce secteur. Les applaudissements qui suivirent étaient plus qu'une approbation. Ils étaient une célébration, une reconnaissance qu'ils étaient témoins non seulement d'un grand moment de mode, mais d'un important jalon culturel.
Tandis que les invités se levaient pour une nouvelle ovation, Antoine attira doucement Louise près de lui. Dans un geste qui surprit tout le monde, y compris elle, il s'agenouilla au centre du podium, tenant ses mains entre les siennes. « Gérard m'a dit un jour que la vie est trop courte pour la gaspiller en orgueil et en regret, » dit-il, sa voix maintenant dirigée uniquement vers elle, bien que les microphones captent encore chaque mot. « J'ai mis des décennies à comprendre complètement ce qu'il voulait dire. Je ne veux pas commettre la même erreur à nouveau. » De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. « Louise Saunier-Olivier, tu m'as rendu quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. Pas seulement la passion pour la création, mais la capacité d'aimer sans réserve. M'accepterais-tu non seulement comme partenaire créatif, mais comme compagnon de vie ?» Le silence qui tomba sur le grand palais était absolu. Des centaines de personnes retenaient collectivement leur souffle, témoins d'un moment d'intimité qui, paradoxalement, semblait parfaitement approprié sur cette scène publique. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Louise. D'une main tremblante, elle toucha le visage de l'homme agenouillé devant elle. Non plus l'intouchable tsar de la mode française, mais simplement Antoine, vulnérable et courageusement ouvert. « Oui, » répondit-elle, sa voix émue par l'émotion. « Oui, pour tout. » L'explosion d'applaudissements qui suivit semblait ébranler les fondations mêmes du bâtiment. Antoine se releva, plaçant la bague délicate à son doigt avant de l'attirer vers lui pour un baiser qui scellait non seulement un engagement personnel, mais la clôture d'un cycle de décennies et le début de quelque chose d'entièrement nouveau. Dans les jours qui suivirent, Racines entrelacées fut unanimement acclamée comme la collection la plus importante de la saison et possiblement de la décennie. Les critiques soulignaient non seulement l'excellence technique et l'innovation esthétique, mais surtout la signification culturelle et émotionnelle du travail. L'histoire d'Antoine, Louise et l'héritage de Gérard Olivier captiva l'imagination du public bien au-delà du monde de la mode. C'était un récit de rédemption, de seconde chance, de la possibilité que de vieilles blessures puissent être guéries grâce au courage d'affronter la vérité et à la disposition à recommencer. 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie dans la chapelle du domaine familial des Oliviers en Provence, Antoine et Louise échangèrent leurs vœux devant des amis proches et la famille. Tante Marthe, radieuse dans son rôle de témoin, commenta qu'elle n'avait jamais vu un couple aussi parfaitement complémentaire dans leur vie personnelle et professionnelle. La lune de miel fut stratégiquement planifiée pour coïncider avec un voyage à travers la France rurale, visitant des communautés d'artisans traditionnels pour la recherche de la prochaine collection de la désormais consacrée marque Olivier & Marchand. Travail et amour, création et intimité, des frontières qui, pour eux, n'avaient plus de sens d'être séparées. Richard Beaumont finit par trouver son propre chemin de rédemption. L'humiliation publique et l'échec commercial subséquent de sa collection Révélation le forcèrent à une période de réflexion. À la surprise de beaucoup, il fut l'un des premiers à faire un don généreux à la Fondation Gérard Olivier, admettant publiquement ses erreurs passées. Le plus important héritage de l'histoire d'Antoine et Louise, cependant, fut la transformation qu'ils provoquèrent dans le paysage de la mode française. L'utilisation de matériaux nationaux, la valorisation des techniques traditionnelles et la collaboration avec des communautés artisanales devinrent non pas simplement des tendances passagères, mais de nouveaux paradigmes pour une industrie qui commençait à redécouvrir ses propres racines. Par une soirée tranquille, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans l'atelier de leur maison à Paris, Louise trouva Antoine en train d'observer une vieille photographie, lui et Gérard, jeunes et souriants, au début de leur carrière. « Tu sais ce qui me manque le plus chez lui ?» demanda Antoine, la voix douce de nostalgie. Son rire. Gérard avait un rire qui venait des entrailles, qui remplissait n'importe quelle pièce. Il était impossible de ne pas se sentir heureux en l'entendant. Louise sourit, appuyant sa tête sur son épaule. « Ma mère dit toujours que j'ai hérité de ce rire, que quand je ris vraiment, je lui ressemble. »« C'est vrai, » confirma Antoine, embrassant doucement son front. « C'est l'un des nombreux cadeaux qu'il nous a laissés. » Dehors, la nuit parisienne pulsait avec son énergie caractéristique. À l'intérieur, dans le confort de cet espace qui était à la fois foyer et atelier créatif, 2 âmes que le destin avait séparées pendant des décennies trouvaient enfin leur rythme commun, créant, aimant, honorant le passé tout en construisant courageusement un avenir entrelacé par des racines profondes et fortes, capable de résister à n'importe quelle tempête.